Bonjour, donc c'est avec un grand plaisir que je viens aujourd'hui à cet événement pour parler effectivement de l'utilisation des crypto-monnaies et de la blockchain dans le monde financier, institutionnel. Mais j'aimerais commencer par illustrer ce titre un petit peu provocateur. Pourquoi l'anarchie? Comment est-ce que j'ai découvert le Bitcoin et pourquoi est-ce que je la vois toujours un petit peu associée à ce mode de l'anarchie? Bien, en 2012, je découvre Bitcoin qui est échangé à ce moment-là à des prix de 10-15 $ sur les marchés financiers. Et je le découvre par des médias qui, évidemment, en parlent avec beaucoup de critiques, donc avec un certain scepticisme. Et ce Bitcoin est échangé sur plusieurs bourses à des prix totalement différents. Alors, Vincent le mentionnait tout à l'heure, j'ai échangé un peu de Bitcoin en achetant, en vendant, avec parfois du succès, parfois de l'échec. Mais ce qui était très particulier à ce moment-là, c'était que le Bitcoin avait un prix totalement différent d'une bourse à l'autre. Il y avait à l'époque 3 bourses, et l'une des bourses françaises, Bitcoin Central, échangeait le Bitcoin à 20 $ ou à 20 €. L'autre était à 25 et la dernière était à 30. Alors en tant qu'étudiant en doctorat à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi ne pas développer un petit logiciel qui va aller échanger ce Bitcoin en l'achetant là où il n'est pas cher et en le vendant là où il est cher. C'est ce qu'on appelle, pour ceux qui ont fait de la finance ici, une opportunité d'arbitrage. Vous achetez et vendez en même temps, et puisqu'il y a une différence de prix, vous touchez la différence. Eh bien, ça paraissait être très attractif. Et je ne vous cache pas que pendant quelques semaines, si ce n'est quelques mois, cette opportunité d'arbitrage ou cette opportunité de trading, d'échange, a été profitable. Une croissance exponentielle du revenu. Maintenant, c'était en oubliant 2 problématiques. La première, c'était que ce marché n'étant pas du tout régulé, et à la fin de la journée, puisqu'il s'agissait bien de pouvoir échanger ces bitcoins à nouveau au travers du système blockchain, et puis les francs suisses ou les euros à travers du système bancaire, eh bien rapidement, mon compte bancaire privé a été considéré comme une plateforme de blanchiment d'argent par les banques. Alors évidemment, c'est un problème, mais à l'époque, le Bitcoin n'était pas encore aussi réputé qu'il l'est aujourd'hui. Donc la solution a été simple, elle a été de demander à certains amis de me prêter leur propre compte bancaire privé. Ce qui a été, je dirais, une solution provisoire qui m'a permis d'atteindre la deuxième grosse problématique de ce marché-là, qui est la problématique de sécurité. Après quelques mois d'exploitation à succès, je dirais, eh bien, 2 des 3 bourses sont tombées en faillite après avoir été victimes d'une attaque de hacking. L'entièreté des fonds stockés sur la bourse française, l'entièreté des fonds stockés sur la bourse allemande ont été dilapidés par des attaques Internet. Et puis, pas beaucoup plus tard, si l'on regarde ce diagramme ici en 2014, vous repérez peut-être pour certains d'entre vous l'événement qui a mené à la chute en 2014 du Bitcoin. La 3e bourse, MTGOX, a été également victime d'une attaque, a perdu des centaines de milliers de bitcoins, valorisés à des millions de dollars. Eh bien, je dirais que c'était une première expérience de cette anarchie du monde totalement distribué qu'est le Bitcoin ou qu'est la blockchain. Ce que l'on voit ici, d'ailleurs, est beaucoup plus complet. On voit une énorme volatilité à la chute de MTGOX, mais l'on voit ensuite volatilité ici, puis une reprise du marché, suivie par exemple de l'Ethereum, qui a amené tout ce phénomène de tokenisation, qui a amené de nouveaux cas d'application qui allaient au-delà du Bitcoin. Et puis des marchés de l'assassination, par exemple. On n'en parle pas beaucoup, mais je dirais qu'une des premières expérimentations du Bitcoin, c'était de dire qu'est-ce que l'on peut faire de plus illicite. Eh bien, il s'avère qu'à ce moment-là, c'était de commanditer un assassinat en le finançant avec le Bitcoin. Alors, je ne dis pas que c'est devenu un grand marché, mais certaines expérimentations sont arrivées et ont permis à ce marché de se transformer en une sorte de zone à tout faire. Maintenant, tout ceci est bien joli. Et tout ceci est bien joli, et je dirais, repose sur un principe fondamental qui vous permet en fin de compte, d'opérer en tant qu'individu dans ce système anarchique, c'est le fait que vous êtes votre propre banque. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, vous n'avez pas besoin de reposer sur une banque, sur un processeur de paiement de type Visa ou Mastercard. Vous avez cette notion de clé privée, dont vous avez entendu parler aujourd'hui, qui est une sorte de très long mot de passe qui résume, qui démontre votre appartenance à des fonds sur un blockchain. Si vous détenez des bitcoins, si vous détenez des Ethers, ou si vous détenez des jetons d'or, comme Chloé le présentait très bien il y a un instant, vous allez avoir besoin de cette clé, de ce long mot de passe pour débloquer vos fonds et démontrer que vous en êtes le détenteur. C'est ce qui permet cette distribution. Pourquoi maintenant ouvrir un compte bancaire et donner votre identité légale, dire quel est votre nom, votre prénom et votre adresse, puisque la seule chose qu'il vous suffit de faire, c'est de créer ce long mot de passe que vous pouvez régénérer à volonté et créer donc un nombre de comptes aussi illimité que vous le souhaitez. Eh bien, c'est une proposition extrêmement forte, et je dirais même que c'est la raison d'être du Bitcoin, de l'Ether et de ces crypto-monnaies et smart contracts. Maintenant, la conséquence de cette responsabilisation de l'utilisateur, en lui donnant finalement le contrôle et la liberté d'opérer, eh bien, c'est qu'avec cette liberté individuelle vient la responsabilité personnelle.
Évidemment, si vous êtes détenteur de cette clé, ça veut dire que si vous la perdez, si elle est volée ou si elle est détruite, eh bien, vous ne pouvez appeler personne pour vous aider à retrouver vos capitaux. Ils sont définitivement perdus. C'est exactement ce qui se passe si vous investissez dans de l'or et que vous mettez cet or sous votre lit. Vous pouvez le mettre sous votre lit, il est à disposition immédiate, vous n'avez pas besoin d'une banque pour le stocker. Mais si quelqu'un casse votre porte d'entrée, rentre dans votre appartement et vous prend votre lingot d'or, l'or est parti et il n'y a plus personne à qui vous plaindre. Eh bien, il s'agit de la même chose pour les crypto-monnaies. Cette responsabilité revient à l'individu. Qu'est-ce que ça implique en pratique? Eh bien, ça implique que ce que l'on voit, c'est que la plupart des investisseurs en crypto-monnaie ou les utilisateurs du blockchain n'ont pas toujours envie de dire qu'ils reprennent cette responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'avoir de l'infrastructure, il s'agit d'avoir de la compétence spécifique en sécurité informatique, il s'agit d'avoir une compréhension générale du monde des crypto-monnaies. Ces principes-là ne sont pas donnés à tout le monde et tout le monde n'a pas envie d'investir l'effort nécessaire pour avoir une pratique convenable à l'utilisation de ces technologies. Qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? Eh bien, l'on voit que les entreprises de type Coinbase, qui est une sorte de banque américaine sans licence bancaire, qui offre un service de stockage, ont finalement rapatrié énormément d'utilisateurs Bitcoin qui préfèrent reposer sur la confiance qu'ils ont en une entreprise tierce plutôt qu'utiliser les monnaies par eux-mêmes. Ce qui paraît un petit peu paradoxal. En fin de compte, le Bitcoin, l'Ether et les autres crypto-monnaies ont été inventés pour favoriser l'utilisation distribuée. Et l'on voit une croissance de près de 30 millions d'utilisateurs ici en quelques années chez Coinbase, qui n'est qu'un exemple, où la plupart des investisseurs se disent « je retombe sur une entité de type banque ». Eh bien, je dirais que ça n'est pas une faiblesse en soi des crypto-monnaies ou du blockchain, mais c'est plutôt une conséquence de cette complexité inhérente à la technologie. Et il faut voir en fait en les crypto-monnaies et le blockchain une option pour l'utilisateur de se passer d'un tiers de confiance, mais qui généralement par confort va préférer néanmoins passer par une entité centralisée. Qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui dans l'industrie bancaire? Alors pourquoi je parle de l'industrie bancaire? Parce que ma société Metaco est précisément fournisseur d'un certain nombre de banques aujourd'hui à l'échelle internationale qui décident de se lancer dans le Bitcoin et les crypto-monnaies en général, la blockchain, la tokenisation, et qui ont besoin d'infrastructures. Qu'est-ce que l'on voit concrètement? Eh bien, l'on voit que 53% des banques qui aujourd'hui se posent la question, au niveau managérial, concluent que le blockchain ou le Bitcoin ou les crypto-monnaies ont un intérêt conséquent et vont faire partie de leur stratégie. Si vous regardez les nombres qui suivent, ce que l'on voit, c'est que finalement, le plus intéressant, si l'on procède par négation, c'est que les points où la banque ne s'intéresse pas à ces technologies ou ne prévoit explicitement pas d'y toucher sont minoritaires. Eh bien, dans un contexte comme celui-là, le pari le plus probable, je dirais, c'est qu'à l'avenir, lorsque vous utiliserez ce type d'outils, les jetons d'or dont Chloé parlait, ou de l'Ether ou du Bitcoin, vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir un matériel particulier, une sorte de téléphone extrêmement sécurisé, ou de vous rappeler de cette longue clé privée impossible à mémoriser, mais vous aurez probablement votre compte bancaire traditionnel ou des sociétés de technologie financière qui se sont spécialisées dans ce type de service, qui vous offriront un service totalement géré et vous permettront de reposer la confiance sur un tiers, tout en maintenant l'option, dans le cas où vous perdez confiance en ce système relativement centralisé, de récupérer vos capitaux et de les gérer par vous-même. Maintenant, est-ce que l'on peut réellement faire confiance à ces entités tierces? Alors, je pense que pour ceux qui ont vécu la crise de 2008 ou les précédentes, cette question a tendance à avoir une réponse négative. Je dirais que les banques en elles-mêmes, bien qu'elles soient régulées, ont généralement un historique plutôt effrayant. Il n'est pas mieux finalement en ce qui concerne les bourses crypto. Les bourses crypto, je vous cite un exemple. Un exemple tout en sachant qu'il est estimé aujourd'hui que 2 millions de bitcoins ont été volés ou perdus sur les 10 dernières années. Mais considérons un exemple, la bourse canadienne Quadica, qui avait sous gestion des dizaines de milliers de bitcoins de ses utilisateurs. Le fondateur de la bourse part en voyage en Inde et on perd contact avec lui et on apprend quelques temps plus tard qu'il est décédé en Inde en laissant la bourse en quelque sorte libre d'opérer par elle-même, mais en étant le seul à connaître le mot de passe d'accès à la clé privée des fonds de ses utilisateurs. Des quantités astronomiques de Bitcoin sans accès potentiel. Pourquoi? Parce que le seul fondateur ayant connaissance de l'accès au porte-monnaie a disparu. On pourrait penser que l'histoire s'arrête là. Néanmoins, après enquête qui suit cette, je dirais, nouvelle étrange d'un fondateur qui va faire un voyage personnel et disparaît ou meurt sans que l'on connaisse la raison, il s'avère qu'après enquête, ce fondateur n'avait peut-être pas disparu en mourant avec le mot de passe, mais avait commencé à dilapider les capitaux déjà bien plus tôt,
avant de disparaître, peut-être même sans être mort du tout, mais en étant le seul à pouvoir avoir accès à ces fonds et peut-être en préférant feindre la disparition que assumer la perte ou l'utilisation des capitaux de façon illicite. Donc c'est pour ça que je vois aujourd'hui une prise de conscience de l'industrie bancaire qui voit une opportunité à rentrer dans ce marché et à offrir un service régulé, un service de compétence, un service de confiance, là où certaines bourses ou certaines entités non régulées ont failli jusqu'à aujourd'hui et ont fait perdre la confiance en ces entités tierces. Maintenant, si je peux conclure sur une note un petit peu plus généraliste, ce que l'on voit, c'est qu'il y a aujourd'hui une restructuration du monde de la blockchain. Ça ne veut pas dire qu'elle perd en décentralisation, mais ça veut dire que des entités de confiance sont en train de construire des services au-dessus qui maintiennent nos habitudes et nous permettent d'utiliser ces services de façon très similaire. Mais ce que l'on voit, et je dirais qu'il est un changement de paradigme beaucoup plus disruptif dans nos vies aujourd'hui, c'est la tokenisation et en particulier le changement de la monnaie. Et je mettrai ce dernier slide comme façon d'encourager à réfléchir, mais ce que l'on voit ici, c'est que nous avons été habitués à penser au dollar comme étant la monnaie de réserve mondiale et, je dirais, le point d'ancrage de la finance mondialisée. Eh bien, si l'on regarde l'histoire, la durée moyenne de vie d'une monnaie mondiale est de 94 ans, de 94 ans. Le dollar a déjà dépassé les 100 ans. Est-ce que l'on peut penser qu'aujourd'hui, le Bitcoin, le Libra ou de l'or tokenisé dont parlait Chloé puisse remplacer à l'échelle mondiale une monnaie de type dollar et devenir une valeur de refuge référence? Eh bien, je dirais que ce sera mon point de conclusion et je vous remercie. Merci beaucoup Adrien pour ta présentation. Alors c'est particulièrement intéressant de revoir un petit peu l'historique du Bitcoin, les étapes et le chaos par lequel on est passé parfois et encore maintenant. Finalement, quels sont les challenges selon toi pour arriver à une distribution où tout le monde ici dans la salle pourra acheter de façon sécure avec un intermédiaire qui est peut-être sa banque, des crypto-monnaies quelles qu'elles soient? Je dirais que l'écosystème est très peu développé aujourd'hui. Il y a des quantités astronomiques de jeunes sociétés de start-up qui créent des services, la mienne y compris. Il y a des entités institutionnelles qui s'ouvrent au marché et commencent à offrir des plateformes tout à fait solides et tout à fait des plateformes références. Mais ça n'est toujours pas généralisé. Si aujourd'hui vous voulez acheter des bitcoins ou investir dans un jeton, où est-ce que vous allez aller? En général, vous allez devoir apprendre quelle est l'utilisation des quelques bourses crypto qui existent sur le marché, qui généralement ne sont pas en Suisse d'ailleurs, sont à l'étranger. Vous allez devoir vous identifier en refaisant toutes ces procédures de compliance, où vous allez donner votre identité, démontrer votre adresse de domicile, ce qui est devenu naturel dans le monde bancaire, mais le monde bancaire, vous le faites une seule fois, et après vous avez votre compte bancaire, et bien là, vous refaites la même chose avec un système totalement nouveau. Tant que cet écosystème n'existe pas, que ce soit pour le stockage institutionnel, que ce soit les intégrations au monde bancaire, que ce soit les bourses, les négociants ou les entreprises qui font de la tokenisation, eh bien, nous ne pourrons pas utiliser ça de façon aussi simple et accessible que les actifs traditionnels d'aujourd'hui. Et à ton avis, combien de temps ça va prendre pour arriver à quelque chose qui soit largement diffusé? Oula, c'est la question difficile. Si tu m'avais posé cette question il y a 5 ans, je t'aurais dit dans 2 ans. Maintenant, tu me poses la question aujourd'hui, je te dirais peut-être encore dans 2 ans, mais la réalité, c'est que les crypto-monnaies sont déjà réellement en train de se démocratiser. Elles ont perdu en attrait suite à la chute sur les marchés financiers, donc je ne pense pas que l'on va voir dans les prochains mois un rassemblement autour du Bitcoin, par exemple, mais ça risque de revenir. En ce qui concerne la tokenisation, le principe de l'écosystème ici est beaucoup plus fort encore, et je pense que ça pourrait prendre encore quelques années pour devenir un standard équivalent à celui du système bancaire d'aujourd'hui. Finalement, avec ton entreprise, tu aides des acteurs traditionnels, donc principalement des banques, des asset managers, à sécuriser pour le compte de leurs propres clients des crypto-monnaies. Comment tu ressens un petit peu ces acteurs-là aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont très demandeurs de ces solutions ou est-ce qu'ils sont plutôt attentifs, smart followers, à attendre de voir ces évolutions? Alors, je dirais que ça dépend déjà du marché, de la juridiction. Est-ce que l'on parle de la Suisse? Est-ce que l'on parle de l'Asie? Est-ce que l'on parle de l'Europe ou des États-Unis? La Suisse a été très ouverte dès le début d'un point de vue régulatoire. Ça ne veut pas dire qu'elle accepte tout, mais ça veut dire qu'elle a été transparente, explicite, et donc que ça a encouragé certains acteurs fortement régulés, de type bancaire, à se lancer dans la course. Néanmoins, je dois dire aujourd'hui que
les banques, qui ont tendance à avoir moins de liquidités qu'elles n'en avaient il y a une quinzaine d'années, préfèrent aujourd'hui réagir à la demande de leur propre clientèle plutôt que d'investir à nouveau dans quelque chose de neuf qui n'est pas sûr de rapporter. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a 2 ans, alors que la courbe était en pleine ascension exponentielle, la demande côté, par exemple, banque privée genevoise était très forte du point de vue de la clientèle. Chaque investisseur disait « mais pourquoi ne pas avoir un petit peu d'argent dans le Bitcoin ou dans l'Ether ou dans les ICO ?» Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'après la chute et cette augmentation de la volatilité, les investisseurs sont moins intéressés et donc les banques ont moins de demandes et qu'elles bougent donc moins dans ce secteur-là. Par contre, et c'est là que c'est intéressant, les plus grandes banques internationales, principalement les banques d'infrastructure, ou les banques, je dirais, Tier 2, Tier 1, elles voient venir le fait qu'elles vont devoir être compatibles non seulement avec les crypto-monnaies, mais avec tout principe de tokenisation, de blockchain en général, et doivent se préparer évidemment à l'avance. Elles ne peuvent pas se permettre d'attendre que leur banque concurrente annonce un service et qu'elle capture le marché. Aujourd'hui, les banques qui bougent principalement sont les banques de plus grande taille, qui offriront l'infrastructure peut-être à d'autres plus petites banques ou à des gestionnaires de fortune. Les banques privées, on espère qu'elles se réveillent, et on le voit qu'elles se réveillent dans certains autres pays comme l'Allemagne ou comme l'Asie du Sud-Est. Mais c'est vrai qu'en Suisse, aujourd'hui, le mouvement est relativement faible. On voit que les bourses aussi s'intéressent beaucoup à la tokenisation, finalement pour essayer elles aussi d'anticiper cette tendance et peut-être éviter d'être disruptées elles-mêmes. Comment tu sens cette dynamique-là? On voit SIX, notamment en Suisse, qui développe sa plateforme SDX. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est quand même une tendance. Comment tu perçois ça? Alors, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un phénomène où les bourses savent qu'elles sont maintenant en compétition, non pas avec une autre entreprise, mais avec un système ouvert et distribué, et donc elles se doivent d'innover pour rester compétitives. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mortes dans les prochaines années, mais ça veut dire que si elles ne réagissent pas, elles savent qu'à un moment ou à un autre, elles vont faire face à un mur. Maintenant, je dirais que ce qui me déçoit un petit peu dans certaines des initiatives aujourd'hui de tokenisation, c'est qu'elles travaillent beaucoup avec des blockchains ou des technologies relativement fermées. Et la blockchain, initialement, et je dirais encore aujourd'hui, a été inventée pour ouvrir un standard accessible par tous, qui parfois est un petit peu en conflit avec l'aspect réglementaire. Ce qui fait que les bourses qui aujourd'hui innovent dans le monde de la blockchain ont tendance à se dire ne prenons pas trop de risques, ne travaillons pas avec un monde ouvert, prenons certains des aspects technologiques de la blockchain qui nous plaisent, remettons-les dans un environnement fermé et travaillons dans ce contexte-là. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, ces entités vont devoir s'ouvrir vers un monde plus ouvert, simplement parce que cette concurrence sera trop forte. Alors, tu nous as annoncé la fin du dollar. Finalement, la suite après le dollar, on voit beaucoup d'initiatives. Encore pendant les dernières vacances, la Banque centrale européenne a annoncé vouloir créer sa crypto-monnaie européenne. On a vu également la Chine qui a annoncé sa crypto-monnaie nationale au premier trimestre 2020. Selon toi, quelle va être la tendance de ces crypto-monnaies? Est-ce que ce sera plutôt des États, des groupements de sociétés privées comme Libra ou des crypto-monnaies comme Bitcoin ou autres? Alors, pour l'instant, je dirais que je ne vois pas encore Bitcoin s'établir comme monnaie de réserve mondiale, simplement parce qu'elle est encore confrontée dans certaines des juridictions dans certains des pays les plus influents, elle est encore considérée comme persona non grata. On parle de la Chine, on parle de la Russie où c'est encore un petit peu ambigu. Les États-Unis, autant le Bitcoin est légal, autant l'industrie financière n'y touche pas trop parce que le régulateur ne s'est pas toujours prononcé. Donc je pense que sur le court terme, on ne peut pas imaginer cela. Et d'ailleurs, même le dollar avec mon slide provocateur, je ne pense pas qu'il va disparaître dans les 2-3 prochaines années. Par contre, c'est généralement le genre d'événement qui... on a toujours tendance à surestimer la vitesse à laquelle ils peuvent se produire. On dit oh, ça pourrait arriver dans les 3 prochaines années. Il y a totalement, lorsqu'on se dit ah mince, je me suis trompé, à sous-estimer à quelle vitesse il pourrait se produire, même si c'est un petit peu plus tard. Donc je ne serais pas totalement surpris que dans les 15 prochaines années, et peut-être plus tôt que ça, peut-être dans les 10 prochaines années, une monnaie totalement ouverte de type crypto-monnaie puisse prendre le pas. Et également que la concurrence entre monnaies, avec des initiatives comme Libra, ou alors des consortiums de gouvernement, je ne sais pas, par exemple du côté du FMI, puissent émettre des jetons qui deviennent tout aussi importants que le dollar l'est aujourd'hui. Excellent. Et finalement, à ton avis, d'un point de vue régulatoire, comment vont réagir les États? On a vu beaucoup de levées de boucliers de certains pays, certains États par rapport à toute cette tendance. Comment tu perçois ça, toi qui es au contact, on va dire, des grandes institutions financières? Alors, dans les pays dans lesquels on est actif, les banques savent qu'elles ont le droit de le faire. Je parle par exemple de la Suisse, de l'Allemagne, plus récemment de la France, de Singapour, de certains pays d'Asie du Sud-Est. On voit le marché bouger parce que les banques savent qu'elles ont le droit de le faire. Par contre, elles le font sous certaines réserves. Je vous donne un exemple. Traiter du Bitcoin, stocker du Bitcoin, offrir des services d'achat et de vente aujourd'hui, c'est tout à fait possible dans un certain nombre de pays.
Ce qui est beaucoup plus délicat, c'est d'avoir un service de stockage de Bitcoin et d'accepter de la part du client qu'il envoie des Bitcoins depuis l'extérieur sur son compte bancaire Bitcoin. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, démontrer l'origine des fonds, l'origine économique, démontrer qu'ils ne proviennent pas du terrorisme ou que c'est une activité de blanchiment d'argent est relativement difficile. C'est un petit peu comme arriver avec une grande mallette de dollars et puis dire « voilà, je vous assure qu'ils sont tout à fait propres ». Eh bien, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que certaines banques soit décident de ne pas autoriser ces entrées et sorties avec le monde extérieur et restent à nouveau en vase clos. Si vous voulez acheter des bitcoins, vous le faites par nous. C'est nous qui achetons, stockons et revendons, et vous ne pouvez jamais les sortir, ce qui est un petit peu décevant. Ou alors, alternativement, elles diront « oui, nous acceptons les entrées et sorties, mais exclusivement avec d'autres entités bancaires régulées », ce qui est aussi relativement limitatif. Et finalement, parce qu'on voit des Revolut, des Swissquote ici qui permettent de faire ce que tu viens de dire, c'est principalement de trader des crypto-monnaies. Quelle est la limite à cela? Pourquoi ils ne vont pas plus loin? C'est uniquement pour des raisons de blanchiment d'argent et de lutte contre le terrorisme? Non, je pense qu'ils vont aller plus loin. Je pense que ce serait sous-estimer ces entités que de penser qu'elles vont s'arrêter à du trading. Les opportunités liées à ce type de technologie sont immenses. Donc je pense que des entités telles que celles que tu cites nous surprendront par les nouveaux produits qu'elles pourraient lancer dans les prochains mois ou dans les prochaines années, et que ce sont justement parmi celles qui sont prêtes à affronter parfois les quelques frictions de type réglementaire ou de type technologique pour nous permettre de bénéficier de nouvelles innovations, augmentation de l'efficacité et accès à de nouveaux services. Excellent. Merci beaucoup Adrien. Félicitations pour ta présentation. Merci. Merci.